Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги, позвольте поприветствовать участников конференции, посвященной межрегиональным Mesdames et российско-французским. messieurs, bonjour. Je salue tous les participants à cette conférence. Donc, la Maison russe a déjà organisé ce genre de forum dans le passé, dans le cadre de l'année croisée de la coopération interrégionale entre la Russie et la France, avec l'appui de l'ambassade de Russie et la représentation commerciale russe en France. L'année dernière, pendant cette conférence, donc plusieurs diplomates haut placés, les directeurs de plusieurs associations ainsi que les représentants des administrations de plusieurs municipalités russes et françaises ont pris part à cette conférence. Aujourd'hui, nous traversons plusieurs turbulences. Les relations internationales traversent une période difficile. Et dans ce contexte, le potentiel du mouvement de jumelage revêt un rôle tout particulier parce qu'il permet d'élargir les contacts dans les domaines très variés et permet de créer une ambiance plus constructive dans le domaine des contacts entre les universités, entre les associations, entre les jeunes et ainsi de suite. L'ouverture, le caractère social du jumelage témoigne du fait que les habitants de différents pays, de différentes villes et villages, indépendamment de leur statut social, leur confession, leur âge, peuvent apprendre plus l'un sur l'autre et intégrer les traditions et les valeurs de différents États. La Russie et la France ont signé plus de 50 documents sur le partenariat entre les municipalités. Malheureusement, plusieurs ont été suspendus. Plusieurs partenariats russes et français attendent la possibilité de revenir au projet gelé pour poursuivre la coopération à différents niveaux. Et nous espérons que cette conférence donnera une impulsion de plus à des liens déjà existants et aussi à l'établissement de nouveaux contacts et ouvrira également de nouvelles opportunités pour mettre en œuvre de projets conjoints. En février 2022, la Maison russe a accueilli la délégation de l'Hérouville-Saint-Clair avec son maire. Le père Tikvin Hérouville-sur-Saint-Clair a été l'un des exemples le plus réussis de la pratique de jumelage au cours de 30 ans. Ces villes ont réalisé plus de 500 événements conjoints. Euh, donc, à toute première étape du partenariat et de jumelage, les organisateurs ont su voir que les villes se ressemblaient par l'attachement à la mémoire historique. Euh, les villes ont organisé une exposition croisée des artistes avec la participation de Yuri Naumov et le maire français Rudolf Thomas. 4 rencontres ont été organisées au cours de l'année par l'association Dialogue Courbevoie-Azov qui portait sur les principaux événements et les dates majeures, y compris les 80 ans de la création de Normandie-Niemen, l'exploit des soldats russes du corps expéditionnaire russe et les plus grandes dates de la Seconde Guerre mondiale, y compris la bataille de Stalingrad. Dans le cadre euh, donc de l'anniversaire des 950 ans d'Azov, le dialogue Courbevoie-Azov avec Serge de Cesmaison et Georgi Van Vin, ainsi que le maire Courbevoie, Jacques Assovski, ont envoyé leurs paroles donc aux citoyens d'Azov, leurs meilleurs souhaits. Donc, pour maintenir des contacts existants à différents niveaux et pour établir de nouveaux liens de contact, vu l'intérêt réciproque des villes russes et françaises, je voudrais donc aussi donner aujourd'hui la parole à les pairs de partenariats déjà existants. Et je tiens aussi à porter votre attention sur Agincourt et Verkhnaya Pishma, un tout nouveau pair de villes jumelées. L'accord a été signé récemment. Je souhaite à tous les participants à cette conférence beaucoup de succès et je passe la parole au représentant commercial de Russie en France par intérim, Vassili Vrevski. Merci. Bonjour, chers collègues. Donc, au nom de la représentation commerciale de Russie en France,
J'ai le plaisir de vous saluer à cette conférence Jumelage Russie-France. Les contacts interrégionaux sont un axe important des activités de la représentation commerciale de Russie en France, qui fait partie de la mission diplomatique russe en France. Et malgré le gel des contacts au niveau officiel entre les représentants russes et français, nous poursuivons un travail très actif au niveau donc des cercles d'affaires des deux pays. Depuis janvier jusqu'au août 2022, malgré tout le contexte, 13,7 milliards, c'était le volume de nos échanges commerciaux, ce qui est presque 2 fois plus par rapport à la période similaire de l'année dernière. Et les importations de Russie s'élèvent donc à 11,5 milliards d'euros, aussi un chiffre record pour les dernières années. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'entreprises françaises geler ou en tout cas mettre en pause plusieurs de projets qui ont été déjà mis en œuvre dans les régions russes. Mais malgré ce fait, nous pensons que aujourd'hui, il y a quand même des possibilités pour développer la coopération économique et commerciale entre la Russie et la France au niveau des PME qui sont assez bien représentées dans différentes régions de la Fédération de Russie. Dans le contexte économique actuel, la coopération économique et commerciale qui ont été négativement affectés, bien sûr, surtout dans le domaine des transactions bancaires, le logistique. Nous voyons que les exportateurs russes maintiennent leur intérêt pour promouvoir sur le marché français différents types de produits, tels que industrie légère, industrie de bois, forestière, alimentaire en premier lieu. La représentation commerciale faisant partie du ministère du Commerce et de l'Économie de la Russie reste disponible pour faciliter les contacts commerciaux et économiques. Et pour terminer, je tiens à vous saluer tous une fois de plus à cette conférence et merci de m'avoir donné la parole. Merci. Euh, Monsieur Vrevski, merci beaucoup pour ces paroles d'ouverture. Donc, chers collègues qui seraient intéressés à avoir des contacts avec la représentation commerciale russe, nous, bien sûr, allons vous fournir tous les contacts. Les histoires, les grandes dates de jumelage entre les villes russes et françaises, c'est un argument en faveur de poursuivre la communication culturelle, universitaire, académique. Aujourd'hui, au niveau de la population civique, au niveau des municipalités, les discussions se poursuivent à différents niveaux et cette conférence sera inaugurée par le premier père de ville jumelée, donc Azov et la ville française de Courbevoie. 2015, la région de Rostov a signé à Paris 12 accords avec ses partenaires français, y compris avec la ville de Courbevoie, qui est devenue son partenaire. Et ça a été la base, en fait, de plusieurs activités culturelles et sociales, y compris chez nous, dans la maison russe. Depuis cette date-là, les deux villes jumelées ont mis en œuvre plusieurs projets commémoratifs, culturels et ainsi de suite. Et nous remercions Vladimir Rachupkin et Marina Popova de la ville d'Azov pour toutes les activités qui ont été réalisées pendant l'année en cours. Ils étaient au nombre de 4. En novembre dernier, nous avons organisé un événement dédié au corps expéditionnaire russe et à l'exploit des militaires russes sur le sol français. Et nous remercions bien sûr l'équipe de l'école 45 avec l'apprentissage approfondi de la langue française qui contribue à la préservation des liens entre nos jeunes. Et je passe la parole à Vladimir Rachupkin qui donc va détailler quelques informations de cette coopération fructueuse. Bonjour, chers participants à cette visioconférence. Je vous salue de la plus vieille ville de la région de Rostov et premièrement, je tiens à remercier vous tous pour la possibilité de partager notre expérience de coopération avec Courbevoie. Effectivement, cette expérience date déjà de 5 ans
qui se développe de manière très dynamique, à notre avis, avec beaucoup de résultats positifs pour les peuples des deux pays, la Russie comme la France, et qui permettent, encore une fois, en ces temps difficiles, de rapprocher au maximum nos positions. Jour de l'anniversaire des 950 ans de la ville d'Azov, 9 septembre, nous avons signé un accord d'intention dans le musée d'Azov, donc l'un des sites touristiques de notre ville. Et pendant cette courte période, beaucoup de choses ont déjà été réalisées. Donc, nous avons lancé, pour commencer, 2 expositions de photos. Ensuite, il y a eu un échange de délégations 2 fois. La délégation de Courbevoie s'est rendue à Azov, une fois en 2018 et même 2 fois en 2019. Nos amis de Courbevoie ont participé à des festivités dédiées au jour de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale en 2018 et 2009. La délégation d'Azov s'est rendue à Courbevoie. Ensuite, il y a eu des journées spéciales à Paris, y compris à l'ambassade de Russie. Et la délégation de la région de Rostov y a participé et a signé de nombreux accords avec ses partenaires français sur la coopération culturelle, scientifique, académique. Traditionnellement, le 9 mai, Azov organise plusieurs de festivités athlétiques en 2018 et 2019. Les membres de la délégation de Courbevoie ont participé à la marche dédiée donc à la Seconde Guerre mondiale, à la victoire. Serge Desmaisons a 2 fois pris la parole à cette manifestation, ce qui a été suivi par le dépôt des gerbes, par des discussions avec les vétérans d'Azov, accompagné des chansons de guerre. En 2018, nos invités ont participé à l'inauguration du monument commémoratif Azov, ville de la gloire militaire, et ensuite un autre monument qui s'appelle les Lettres du front. Euh, donc, en rendant visite à Courbevoie, euh, nous avons aussi pris connaissance avec nos partenaires. Et bien sûr, ce qui a été précieux, c'est les discussions de Serge Desmaisons avec les jeunes. Elle a rencontré des jeunes cadets, des jeunes étudiants. Elle a parlé des exploits des aviateurs, des pilotes de Normandie-Yémen. Il s'est rendu plusieurs musées, comme par exemple la vie quotidienne des Cosaques. En septembre 2019, la délégation donc d'Azov est venue à Courbevoie pour prendre connaissance avec différentes associations culturelles et sportives de la ville. Nous nous sommes rendus au lycée professionnel Paul Ténévé, le musée du régiment de Cosaques et différents pavillons culturels. Avec la pandémie de COVID-19, les relations n'ont pas cessé, mais ont changé de format. Nous avons poursuivi notre communication au format de visioconférence. Les administrations d'Azov et de Courbevoie ont décidé donc d'organiser l'association Dialogue Courbevoie-Azov. Et en 2021, il y a eu l'Assemblée constitutive, aussi un format en ligne, pour rédiger la charte de l'association. Plusieurs conférences ont suivi. Cette année, par exemple, ils étaient au nombre de 5, ce qui a permis d'échanger sur plusieurs questions, y compris la préservation de la mémoire historique sur la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, l'exploit des soldats soviétiques et français. Normandie-Yémen comme un exemple flagrant de cette amitié. En 2021, les photos des héros des membres de la résistance française ont été exposées à Azov. L'association coopère étroitement avec l'école numéro 45. Ainsi, nous avons organisé plusieurs leçons ouvertes avec la participation des écoliers. Le directeur du musée Azov, Mamichev, a donné une conférence sur le rôle du peuple soviétique dans la victoire dans la Seconde Guerre mondiale et les écoliers ont pu partager leur
souvenir de leurs proches, de leurs familles qui ont participé à cette guerre. En décembre dernier, dans le cadre de l'année croisée de la coopération interrégionale russo-française, Azov et Courbevoie ont signé un accord de coopération régionale. Ensuite, lors d'une visioconférence avec les représentants de la mairie de Courbevoie, nous avons donc dressé le bilan de l'année 2021 et nous avons jeté certains projets pour l'année suivante. Nous avons organisé une visioconférence avec Serge Desmaisons à l'occasion du jour de la victoire, avec la participation de Konstantin Volkov, qui était à l'époque le directeur de la Maison russe, et Igor Noskov, conseiller culturel et scientifique de l'ambassade. Finalement, un document a été signé sur le caractère inadmissible de la défiguration de la mémoire des soldats soviétiques et leur victoire sur l'Allemagne nazie, ainsi que le caractère inadmissible de la glorification du nazisme. Le 21 juin, une visioconférence, a été organisée entre les étudiants des collèges professionnels consacrés au jour de la mémoire et le thème principal, la fraternité d'armes entre la Russie et la France sur l'exemple de Normandie-Niemen. C'est Alain Farge du musée de Les Bourgets qui répondait aux questions des participants. Le collège, de sa part, a raconté des événements et des activités qu'ils organisent sous la direction d'Andrei Petrov. Le 10 septembre dernier, la ville d'Azov fêtait ses 955 ans. Et donc, au concert dédié à cette date, une vidéo a été montrée avec une adresse, les paroles de félicitations de la part des habitants de Courbevoie, ce qui a été particulièrement précieux dans le contexte de l'annulation de la culture russe. Donc, dans le cadre des festivités à l'occasion de l'anniversaire de la bataille de Stalingrad, avec l'aide du centre Brownlee, nous avons organisé une visioconférence dédiée donc au transfert solennel de la capsule avec de la terre, du sol, du Kourgan Mamayev. Leonid Kadyshev, le directeur du centre Brownlee, a inauguré cette conférence. Le 15 novembre, nous avons organisé la dernière visioconférence entre donc, le Collège 45 et les chefs de l'association sur l'exploit du soldat soviétique. Donc, les écoliers ont pu montrer les photos de leurs ancêtres et partager différentes histoires sur le courage et les exploits des jeunes dans cette guerre. En Russie, en fait, il y a un portail web consacré justement à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale qui rassemble plusieurs documents historiques des héros qui ont été décorés des plus hautes décorations. Je pense que toutes ces photos pourront devenir la base de futures expositions. Le collège accueille aujourd'hui un petit coin Courbevoie avec donc cette exposition. Chers amis, toutes les visioconférences sont organisées avec Serge Desmaisons, le secrétaire général Georgi Avin, et aussi l'ambassade de Russie, ainsi que la Maison russe de la science et de la culture et le centre Brownlee. Et je tiens à remercier tous nos partenaires pour leur aide. Le temps a bien démontré que la création de cette association a été une bonne décision qui permet donc de surmonter les défis d'aujourd'hui ensemble. Merci, merci de votre attention. Monsieur Rachupkin, merci beaucoup pour ce tour d'horizon de ces 5 ans d'amitié, malgré le contexte. De la part des partenaires français, nous sentons le même soutien, le même appui au niveau de la coopération culturelle, municipale, aussi le contact entre les générations. Malheureusement, l'association n'a pas pu participer à notre conférence sur Normandie-Niemen, mais continue d'appuyer
donc le dialogue de l'association Dialogue Courbevoie-Azov avec les écoliers. Elle a donné son avis d'expert, son avis historique sur cette époque-là. Monsieur Kossovski, le maire de Courbevoie, a bien accueilli notre invitation de participer à la conférence d'aujourd'hui et donc elle a chargé Serge de cette maison de présenter la ville. Et donc, je passe avec un grand plaisir la parole à Serge Desmaisons. Дамы и господа, дорогие друзья, Chers amis, mesdames et messieurs, cher Vladimir, en 2017, suite à une rencontre entre le vice-gouverneur de la région de Rostov-sur-le-Don, Viktor Goncharov, et Jacques Kossovski, maire de Courbevoie, nous avons établi un cadre de relations entre la ville de Courbevoie et la ville d'Azov. Ainsi, Jacques Kossovski, maire de Courbevoie, et Vladimir Rachupkin, chef de l'administration de la ville d'Azov, ont signé un protocole d'intention le 9 septembre 2017. Ce protocole d'intention, qui a servi de socle à nos rencontres, avait pour but de renforcer les relations amicales entre la Fédération de Russie et la République française, de développer des relations de partenariat et de coopération, d'exprimer l'intention des deux parties à développer des relations entre la ville d'Azov et la ville de Courbevoie, certains de répondre aux aspirations profondes et aux besoins de nos deux peuples, de mettre en place des relations permettant des échanges, de délégations dans différents domaines d'activité, ce qui a été fait depuis 2017 à l'occasion de plusieurs visites à Azov et à Courbevoie. En 2021, nous avons intégré l'année de la coopération décentralisée franco-russe. En effet, les gouvernants français et russes ont décidé de faire de l'année 2021 une année de la coopération décentralisée franco-russe de façon à susciter dans chacun des deux pays un regard renouvelé sur l'autre, de donner une nouvelle impulsion aux relations entre les villes et régions russes et françaises, de renforcer les liens entre nos concitoyens et de faire mieux connaître les atouts et la variété de nos territoires réciproques. C'est pourquoi nous avons créé le 2 juillet 2021 l'association Dialogue Courbevoie-Azov, Dialogue Azov-Courbevoie, dans les locaux de l'hôtel de ville de Courbevoie. Cette association a pour objet de mettre en œuvre le protocole d'intention signé ci-dessus, ainsi que l'accord sur le développement du commerce, de la coopération économique et humaine, signé le 20 septembre 2018 et validé le 24 octobre 2018 à l'ambassade de la Fédération de Russie à Paris. Cette association compte 12 administrateurs, 6 Russes, 6 Français, avec une présidence tournante tous les 2 ans. J'en assure actuellement la présidence. Ce qui a motivé cette création est notre volonté de mettre en place une structure durable au nom de l'amitié que nous partageons avec la Russie et la ville d'Azov. Les membres fondateurs et le conseil d'administration ont posé ainsi la première pierre d'un édifice d'intérêt mutuel entre nos populations respectives. Nous avons effectué plusieurs visites à Azov, notamment à l'occasion du 9 mai, avant de commémorer avec la population le jour de la victoire sur l'Allemagne nazie. Convaincus du rôle important des jeunes dans la transmission de la mémoire, nous avons participé à une réunion organisée à l'école des cadets cosaques sur le thème de l'engagement du régiment Normandie-Niemen, symbole de l'amitié fraternelle entre la Russie et la France, entre Russes et Français, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons répondu à de nombreuses questions concernant ce régiment. Notre participation à la parade du régiment immortel a été pour moi un grand moment gravé à jamais dans ma mémoire. Depuis le mois de février dernier, nous avons mis l'association en sommeil en conservant nos relations d'amitié
par des interventions en visioconférence, marquant ainsi notre volonté de partager avec la ville d'Azov les différents événements de notre calendrier mémorial. Le 8 mai, appel du général de Gaulle, le 18 juin, le 11 novembre 1918. À ce propos, et en dernier lieu, nous avons établi le 15 novembre dernier une visioconférence avec l'école 45 d'Azov sur le rôle de la Russie durant la Première Guerre mondiale et notre action mémoriale autour de cet événement. Nous avons donc commémoré le 104e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Dans notre ville, nous avons voulu nous souvenir du début et de la fin de cette grande guerre et rendre hommage aux soldats russes venus combattre à nos côtés. En 2014, nous avons organisé une réception au centre événementiel pour rappeler à la fois l'origine du conflit et le rôle des alliances européennes qui ont marqué le déroulement de la guerre. Notre sensibilité et nos amitiés ont permis d'ouvrir le débat sur l'implication de la Russie dans ce conflit. Cette réception était présidée par le maire Jacques Kossovski, en présence de l'ambassadeur de la Fédération de Russie et du préfet des Hauts-de-Seine. La fin du conflit a également été commémorée par une exposition au centre événementiel avec des journaux d'époque. Il s'agissait de faire connaître à la population de notre ville et à notre jeunesse le rôle de l'armée russe et en particulier celui du corps expéditionnaire russe dès 1916. Notre initiative a été unique sur le département des Hauts-de-Seine. L'entrée en guerre de l'armée impériale russe a été déterminante pour la conduite de la Première Guerre mondiale. En 1914, l'offensive russe contre la Prusse sauve l'armée française sur la Marne. L'armée russe qui s'engage en 1914 est une des meilleures de son temps. À la fin du conflit, malgré la paix de Brest-Litovsk, le maréchal Foch dira « Si la France n'a pas été effacée de la carte de l'Europe, c'est avant tout à la Russie que nous le devons. » Cette dernière visioconférence, nouvel exemple de nos relations, constitue une nouvelle rencontre avec la jeunesse de la ville d'Azov. Personnellement, je suis heureux de pouvoir continuer nos échanges. Je pense que ce type de relation favorise plus de tolérance, plus de bienveillance et de générosité. J'espère que d'autres rencontres viendront construire ensemble une paix durable et un avenir encore plus riche en amitié. Je vous remercie. Господин де Сесмезон, благодарю вас за выступление. Monsieur de Sesmaison, merci beaucoup pour ces paroles. Merci de participer à chacune de nos visioconférences avec l'association Dialogue Azov-Courbevoie que vous représentez, que vous dirigez. Et Georgi Van Veen, je vous remercie également pour toute votre aide et en fait toute l'administration de la ville d'Azov qui aussi est toujours à l'écoute, quelles que soient les activités commémoratives. Il y a toujours des écoliers et les représentants de l'administration qui participent. Et avant donc de passer donc aux représentants de la ville de Dmitrov, je voudrais donner la parole donc à un autre participant. Donc, depuis 2019, Vatskaya et ce mur embryonné, Monsieur Ontario, qui est le maire de ce mur embryonné, donc, et qui fait d'ailleurs aussi partie des plus beaux villages de France. Village jumelé du village Vatskoye, qui Vatskoye fait partie des plus beaux villages russes. Nous allons encore parler des deux associations, mais maintenant je vous propose
donc de donner la parole à Monsieur le maire Ontario. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, je suis maire de Semur-en-Brionnais depuis 2020. Et donc, voilà, Semur-en-Brionnais est un tout petit village. On a 600 habitants et possède un patrimoine historique important avec pas mal de monuments classés. Et à ce titre, fait partie de l'association Plus beau village de France. Donc, l'histoire avec Viatskoye remonte à 2017, effectivement, où les premiers contacts ont été pris. C'est vrai que l'association Plus beau village de France a participé au développement de ce concept dans différents pays, et donc la Russie en faisait partie. Et donc, grâce à Alexandre Merzov, à Jacques Ragon, M. Fabrice Sorlin, donc il y a eu des contacts qui ont été pris entre le maire de l'époque, François Bassiac, de Semur-en-Brionnais, et puis la Russie et l'association naissante Plus beau village de Russie. Donc 2017, il y a eu les premiers contacts et avec une visite sur place ici à Semur-en-Brionnais d'une délégation russe. Ensuite, une petite équipe du village dont le maire, M. Bassiac, à l'époque, s'est rendu en Russie et à Viatskoye au mois d'août 2018. Et tout ça a débouché sur une signature d'accord avec des voyages réciproques au mois de juillet 2019 et début août 2019. Donc, où à nouveau une délégation de Semur est allée en Russie au mois de juillet 2019. Et puis, nous avons accueilli une délégation de Viatskoye en juillet 2019, au moment aussi des fêtes du village de Semur. Et donc, c'est François Bassiac qui a signé avec Elena Chakva le jumelage de nos deux villages. Voilà. Donc, ce qui était prévu depuis, c'était effectivement que, voilà, malheureusement, François Bassiac est décédé. Il a été emporté par le Covid en 2021, l'été 2021. Et nous avions prévu effectivement de faire un voyage en Russie, compte tenu du développement très fort de l'association Plus beau village de Russie, mais je pense que les interlocuteurs suivants vont pouvoir élaborer sur le sujet Plus beau village. Voilà, et donc ce voyage a été différé et nous devions aussi organiser, dans le cadre de l'année de coopération, l'accueil d'une délégation russe pour visiter certains villages, plus beaux villages de France, pour pouvoir, je dirais, activer, le cas échéant, en fonction d'autres jumelages entre plus beaux villages de Russie et de France. Voilà, donc ces actions sont un peu en stand-by à ce stade, mais on n'espère pas qu'à un moment ou à un autre, tout cela pourra reprendre. Voilà ce que je pouvais dire. Merci, Monsieur le maire, merci, Monsieur Ontario. Nous espérons aussi que dans l'avenir proche, les échanges, les visites pourront reprendre en Russie comme en France. Effectivement, ceux qui sont aujourd'hui là, qui nous suivent depuis de chez eux, l'attendent. Et maintenant, je voudrais donner la parole donc à votre village jumelé, à Elena Chakova, qui représente aujourd'hui le village de Vatskoye et donc le complexe historique et culturel Vatskoye, qui est d'un grand intérêt pour les Russes et pour les étrangers, et qui fait donc partie des plus beaux villages de Russie. Elena, à vous la parole. Bonjour, chers amis. Si vous permettez, au tout début, je tiens à remercier les organisateurs pour la possibilité de voir et de faire connaissance. Monsieur le maire de Semur-en-Brionnais, Monsieur Ontario, merci pour vos propos très gentils. Merci
pour votre volonté de poursuivre la coopération avec Viatskoye, qui a été lancée encore en 2017, qui a été poursuivie en 2019, effectivement, avec François Bassiac. Nos relations euh, euh, ont été lancées dans un esprit très amical, très respectueux. Nous avons eu beaucoup de projets de coopération qui, malheureusement, n'ont pas été mis en œuvre. D'abord à cause du Covid, ensuite, oui, le décès de François Bassiac et tout un grand nombre d'autres raisons. Et bien sûr, nous serons reconnaissantes pour toute possibilité de poursuivre ces contacts. Et je voudrais dire quelques mots sur notre village. Viatskoye est un lieu vraiment unique en Russie. C'est l'ensemble historique et culturel est le seul musée privé avec un statut du musée fédéral. C'est vraiment un cas unique, un ensemble privé d'importance fédérale. Pourquoi? Parce que, en fait, cet ensemble réunit 15 musées avec une infrastructure touristique très développée, avec des hôtels, un restaurant multimédia, plusieurs restaurants, en fait, un centre euh, événementiel, plusieurs objets historiques et culturels qui font partie des fonds culturels de la Russie. Nous accueillons jusqu'à 300 000 touristes, malgré que notre village est tout petit, hein. Les locaux, ce n'est que 1000 habitants. Et la plupart, en fait, est employée par notre ensemble de musées. Et aujourd'hui, je tiens à souligner aussi le rôle de l'association Les plus beaux villages de Russie dans le développement de ces contacts de jumelage avec les villes européennes. Grâce à Alexandre Merzlov, le président de l'association, nous avons pu prendre connaissance avec le plus beau village de France, Sémur-en-Brionnais. Grâce à ce village et grâce à cette association, nous avons pu établir des contacts d'amitié. Avec son assistance, nous avons pu organiser, en tout cas prévoir, beaucoup des événements conjoints, des expositions, toutes sortes d'activités. La plupart a déjà été réalisée. En Russie, le village d'Atskoye est le seul village qui a commencé en fait à développer ses contacts internationaux parce qu'avant, les accords de jumelage n'ont été signés qu'entre les villes. Et donc, Vatskoye est un petit village, mais très ambitieux, qui a été le pionnier dans ce domaine et qui donc a signé un accord de jumelage avec ces murs embryonnés, avec aussi d'ailleurs Dolce Acqua en Italie, avec le village Brishlan en Bulgarie. Et nous serons heureux de poursuivre nos contacts culturels et historiques entre différents pays. Nous restons donc ouverts pour accueillir une délégation de notre commune bien-aimée de Semur-en-Brionnais. Donc, considérez-le comme une invitation. Vous êtes toujours bienvenus ici. Nous espérons que nos activités conjointes pourront se poursuivre dans l'avenir proche. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être présent à cette conférence. Merci pour votre ouverture. Ça fait vraiment plaisir d'entendre que les contacts, en tout cas une partie de contacts persiste et nous tenons bon ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Madame Chakova. Merci pour vos paroles touchantes pour nous, pour nos partenaires étrangers, pour nos amis français. Je pense que ça a beaucoup de valeur parce que, bien sûr, le potentiel touristique reste intéressant pour nos partenaires étrangers malgré tout, hein. Et en tout cas, tous ceux qui sont là avec nous aujourd'hui, je pense, sont intéressés à préserver des contacts de partenariat à tous les niveaux. Et c'est bien que vous êtes toujours à l'initiative, que vous êtes si ambitieux euh, et que vos initiatives trouvent en fait l'écho dans les cœurs d'autres villes et villages en Europe.
Merci pour votre esprit d'ouverture pour de nouveaux projets. Encore une fois, nous allons revenir à ces deux associations des plus beaux villages de Russie et de France vers la fin de cette conférence pour revenir à leur rôle et qui donc continuent à réaliser de nombreux projets malgré tout. Je vous remercie. Je suis désolé, mais je suis obligé de vous quitter. Et je suis sûr que vous aurez encore beaucoup de choses à apprendre avec Alexandre et Jacques. Et merci beaucoup à Elena pour ces mots. Merci. Je suis désolé, mais je suis obligé de quitter la conférence. Merci beaucoup en tout cas. Oui, merci, Monsieur le maire. À la prochaine. Donc, de bonne continuation. Merci. Enfin. Donc maintenant, je donnerai la parole au représentant de la ville Dmitrov. Malheureusement, le chef de l'administration, Ilya Ponochevny, ne pourra pas participer à notre conférence, mais la ville sera représentée par Marina Faustova, qui est le chef du protocole, qui va donc parler des contacts existants de la ville de Dmitrov avec Kremlin-Bicêtre. Je sais que la ville cherche en fait un nouveau père de jumelage, mais bon, Marina, c'est vous qui allez nous en parler plus. Bonjour, chers collègues, bonsoir. Je vous salue donc de la ville de Dmitrov, la région de Moscou, comme Asia l'a déjà dit. Malheureusement, le chef de l'administration, Ilya Ponochevny, a été donc appelé par monsieur le gouverneur, donc il a dû partir. Il demande pardon et il vous transmet ses meilleurs vœux en espérant de vous revoir l'année prochaine au forum des villes jumelées de la Russie et de la France. Donc de ma part, donc permettez-moi de vous raconter un petit peu de l'histoire de Dmitrov, qui est très riche. Notre ville a été fondée en 1154. La ville a été toujours connue comme la ville pacificatrice. C'est sur notre terre que 4 grands princes de la terre russe ont finalement signé un accord pour constituer un État commun. Nous avons toujours été connus pour nos contacts de bon voisinage avec des villes de différents pays. La terre de Dmitrov a été le point de départ pour une offensive victorieuse vers la bataille de Moscou en 1941. Et pour l'héroïsme et le courage des défenseurs de Dmitrov, la ville porte maintenant le nom de la ville de gloire militaire. Aujourd'hui, Dmitrov est aussi l'une des villes les plus dynamiques de la région de Moscou. Nous sommes la capitale du Golfe et des skis alpins de la Russie. Oui, on peut bien le dire. Nous sommes également leaders de la région de Moscou de la production des légumes et nous développons activement la production du fromage. Nous avons déjà 4 usines de production de fromage et encore 5 sont en construction. Nous avons de très bonnes relations avec les Français, les investisseurs français. Depuis plusieurs années, nous avons une usine de Royal Canin qui fonctionne dans notre région et nous espérons que de nouveaux partenaires étrangers opteront pour lancer leur business dans notre région. Vous êtes toujours bienvenus et nous sommes particulièrement fiers de nos contacts de jumelage. Depuis 1991, nous sommes reliés par différents accords avec 25 villes jumelées, dont la ville française de le Kremlin-Bicêtre. Nos relations ont été très actives. Nous avons développé ensemble la coopération culturelle, éducative, la coopération entre les jeunes et même le domaine social et politique. Ainsi, le maire de la ville, M. Laurent, a fait un certain nombre de publications dans la presse française pour dire qu'il faut soutenir de bonnes relations avec la Russie. Il a aussi organisé un groupe d'amitié France-Russie dans la chambre basse du Parlement français.
Au cours de 4 ans de notre interaction très active, nous avons organisé plus de 60 visioconférences entre les écoles municipales. Les enfants ont pu donc apprendre la langue et la culture de nos deux pays. Nous avons mis en place des échanges d'expériences entre les maisons de retraite et les résidents de ces institutions ont organisé des ateliers hebdomadaires les uns pour les autres. Ils ont même cuisiné des plats russes et français euh, en direct. Nous avons eu des contacts très riches dans le domaine de la culture. Nos écoliers ont, par exemple, lancé des expositions croisées. Et à l'occasion de la journée de la ville de Dmitrov en 2013, nous avons organisé un festival de la culture française avec, par exemple, des ateliers de l'art culinaire avec la participation de chefs français. Les ensembles artistiques de Dmitrov ont participé très activement au festival des cultures russophones Roussenko tout au long de notre coopération. Nous avons toujours été très fiers de notre coopération étroite avec nos amis français et chers amis de Rosotrudnichestvo, de la représentation commerciale russe en France, chers collègues français. Dmitrov reste ouvert pour relancer les contacts de jumelage avec Kremlin-Bicêtre ou avec d'autres villes. Dans la région de Dmitrov, nous avons par exemple 5 stations de ski très modernes. L'école de ski de Leonid Tegotchov qui sert de base de formation de l'équipe nationale russe du ski alpin. Et nous serions intéressés d'établir des contacts avec donc les stations de ski de France, avec les centres industriels et touristiques, avec toute ville, avec un potentiel industriel ou touristique. Nous restons ouverts pour participer au projet de Rosotrudnichestvo, envoyer nos expositions artistiques à vos événements. Nous restons prêts à établir des contacts et de développer des projets conjoints avec les villes françaises. Nous comprenons tous que l'amitié durable naît des petits pas réciproques, des projets culturels, scientifiques, et l'histoire connaît bien l'exemple que pendant des moments vraiment difficiles, la Russie et la France ont toujours su s'épauler. Et ce n'est qu'ensemble que nous saurons faire renaître des relations de bon voisinage et de renforcer l'amitié entre nos deux grandes puissances, la Russie et la France. Je vous remercie. Merci de votre attention et bienvenue à Dmitrov. Marina, merci beaucoup, Madame Faustova. Merci pour ce parcours, ce tour d'horizon des relations entre Dmitrov et Kremlin-Bicêtre. Moi-même, j'étais présente à certains de ces événements, donc je sais que le jumelage était bien réel, on peut dire, et que justement la partie scientifique et littéraire ont été très bien représentées. C'est très dommage qu'aujourd'hui cette coopération est en arrêt, mais j'espère que votre ville trouvera de nouvelles opportunités. Il y aura des collègues français dès qu'ils apprennent le potentiel formidable culturel, sportif de votre ville. Ils seront à l'écoute et vont répondre à votre invitation. Merci. Et maintenant, je voudrais donc passer aux pairs qui sont maintenant en cours de négociation avec la possibilité de signer un accord de jumelage. Je parle de Nijni Novgorod et Vias. Nijni Novgorod est déjà jumelé avec Grenoble et jusqu'à récemment, les deux villes ont toujours resté en contact. Aujourd'hui, malheureusement, cette coopération n'est pas si active. Donc, le représentant de Nijni Novgorod va un peu parler de la région et aussi peut-être des étapes de la procédure de négociation de cet accord avec la participation donc, de notre ministère, d'après ce que je sache. Et ensuite, nous allons donner la parole à son vis-à-vis français.
Donc, c'est Alexandre Simagine qui va aujourd'hui présenter Nijni Novgorod. Donc, je vous donne la parole. Merci, Asia. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Alexandre Simagine. Avant tout, je vous remercie pour cette occasion de participer à cette conférence. Je vous transmets les salutations de M. Shalobayev. Comme on dit chez nous, il vaut mieux une fois voir que 7 fois écouter. Donc, je voudrais vous montrer une petite vidéo de présentation de notre ville et puis je vais poursuivre. Нижний Новгород расположен в самом Nijni Novgorod, situé au cœur de la Russie, l'affluent de deux grands fleuves, Volga et Oka, à peu près à 400 km de Moscou, une ville riche d'une longue histoire, la capitale de la région de Volga, l'une des centres culturels, industriels, éducatifs et sportifs. Nijni Novgorod est un nœud logistique parmi les plus grands au croisement des couloirs de transport est-ouest, nord-sud, l'aéroport moderne, la gare ferroviaire, les voies fluviales, les réseaux routiers assurent les liaisons avec les régions russes et les pays étrangers. Plus de 1000 usines sont opérationnelles dans la ville qui donc produisent des centrales nucléaires, des bateaux, des avions, des équipements électriques, des équipements médicaux et des produits de l'industrie légère. Plus de 20 universités de Nijni Novgorod accueillent les étudiants russes et étrangers. Dans tout le monde, la ville est connue par ses écoles scientifiques. Beaucoup de développements techniques ont été réalisés par nos concitoyens. La ville a aussi accueilli plus de 250 000 supporters dans le cadre de la Coupe de football. Le calendrier sportif de Nijni Novgorod reste très riche d'événements. Les touristes sont toujours bienvenus. La ville a plusieurs théâtres, musées, un nombre de festivals et de concerts. Le lieu privilégié des habitants locaux et des invités, c'est par exemple le parc qui s'appelle Suisse, avec des dizaines de sites d'attraction pour les grands et les petits. Les avantages concurrentiels rendent Nijni Novgorod un partenaire fiable et intéressant sur le marché russe et international. Venez à Nijni Novgorod pour travailler, vivre, étudier, échanger d'expériences et mettre en œuvre des idées les plus prometteuses. À Nijni Novgorod, vous serez toujours accueillis avec toute hospitalité et bienveillance. Voilà, chers collègues, j'espère que vous avez bien pu voir la vidéo et entendre le son. Donc, encore une fois, Nijni Novgorod est un centre culturel, industriel, sportif. Et pour promouvoir notre ville sur la scène internationale, nous faisons souvent recours au mécanisme des partenariats et des jumelages. La coopération municipale se développe très activement à partir de 1991, quand la ville a été ouverte pour les invités étrangers, parce qu'avant, comme vous le savez, la ville a été une ville fermée. Donc, parmi les villes jumelées, nous avons les villes d'Europe, des États-Unis, de Corée du Sud, Cuba, les républiques ex-URSS. Jusqu'au début, avant en fait, l'époque de Covid, la coopération avec la plupart de ces villes a été très active et même pendant l'époque de Covid, nous avons passé vers des formats à distance.
Et donc, les événements internationaux se comptaient par dizaines et centaines dans le sport, les échanges des jeunes et différents projets de culture. Le cap important pour nous, c'est aussi la politique humanitaire de la Russie à l'étranger définie par le décret présidentiel, à savoir promouvoir la culture, la science, la recherche, le sport, les technologies d'information et de communication russes, le développement de la coopération internationale. En octobre dernier, nous avons reçu en message de la ville française de Vias avec donc, la proposition d'établir des relations de jumelage avec Nijni Novgorod et j'ai beaucoup de plaisir de prendre connaissance avec Madame Argentieri, même comme ça à distance. Bonjour. Cette lettre, c'est quelque chose qui nous tient très chaud au cœur. Euh, Depuis 2021, nous avons un centre culturel français avec lequel l'administration de Nijni Novgorod organise de nombreux événements conjoints russo-français. La France fait partie du top 10 des partenaires étrangers de la région de Nijni Novgorod. Le secteur bancaire, l'hôtellerie, la production des voitures, les produits de beauté, l'énergie. Je peux continuer la liste. Il y a le consulat honoraire de la France qui est actif à Nijni Novgorod depuis 2010. Et il y a aussi un centre de service des visas. Dans le domaine de la formation, il y a des contacts entre les universités. Il y a une gymnase avec l'apprentissage approfondi de la langue française qui est aussi qui coopère activement avec ses partenaires français. Plus de 160 écoles. Il y a donc plusieurs écoliers, des 1000 écoliers qui coopèrent, encore une fois, avec les écoles partenaires des villes jumelées. Et les écoliers de Nijni Novgorod sont souvent vainqueurs de différents concours et prix organisés par les villes jumelées. Donc, nous proposons d'établir des contacts directs entre les écoles de nos villes pour que les enfants puissent communiquer directement, organiser des événements conjoints en ligne ou en présentiel. Nous savons que Vias est la deuxième ville touristique, station balnéaire en fait, avec une riche héritage touristique, avec les vignobles qui est situé près du canal du Sud, qui fait partie du patrimoine culturel de l'UNESCO. Nijni Novgorod se trouve sur Volga et Oka, donc l'affluence de fleuves, aussi avec un patrimoine historique et culturel très riche. Donc, nous partageons, je pense, beaucoup de choses en commun et beaucoup de belles perspectives s'ouvrent pour notre coopération touristique. Aujourd'hui, nous avons déjà établi des contacts entre la mairie de Vias et l'administration de Nijni Novgorod. De notre part, nous proposons donc de concrétiser les étapes suivantes, peut-être lancer une feuille de route dans le domaine de la coopération des entreprises, le sport, le tourisme, la culture et d'autres secteurs d'intérêt commun. Je suis sûre que ce sera une bonne base pour ensuite établir des relations de jumelage entre Nijni Novgorod et Vias. De notre part, nous allons faciliter ce processus. Merci beaucoup, chers collègues. Merci, Monsieur Simagin, Monsieur oui, Alexandre, merci. Merci pour toutes ces informations très détaillées. Merci pour présentation visuelle. Je vois dans les commentaires, il y a déjà des commentaires de nos amis français pour la vidéo qui démontre justement les opportunités de votre ville. Donc, nous espérons aussi que cette feuille de route sera bientôt mise en place et les deux villes pourront profiter de nouvelles opportunités. Donc, la Maison russe, ensemble avec la représentation commerciale et le ministère des Affaires étrangères, va y contribuer. Et je voudrais donner la parole donc à la ville de Vias. Monsieur le maire n'a pas pu donc participer, mais Myriam Argentieri va présenter la ville de Vias. Elle est aussi écrivaine. Elle va nous parler plus en détail, je pense, justement du potentiel touristique, culturel
et peut-être du socle commun pour cette coopération future. Donc, Madame Argentieri, c'est à vous. Je m'adresse à tout le monde. Je tenais déjà à remercier déjà la Maison Russe pour la science et la culture de m'y avoir invité. C'est un grand honneur. Excusez-moi pour mon discours qui ne sera pas aussi érudit que ceux qui participent depuis des années. Alors, je me présente. Je suis la personne qui est spécialement désignée par la ville de Vias, sous l'aval de Monsieur le maire et sous la direction de Monsieur Combe, qui est directeur de la communication. Cette idée est partie, vous voyez, légèrement au cours d'un mariage franco-russe qui a été célébré par Monsieur Dartier au mois de septembre de cette année. Cette volonté de créer un jumelage était déjà courue dans les rues avec les touristes. Ils étaient très contents de cette idée. Et donc, l'idée a germé et maintenant, elle est devenue un projet. Au cours d'une réunion et après une concertation groupée dans le bureau de Monsieur le maire, tout s'est concrétisé et la constitution du dossier de jumelage est en cours. Je suis actuellement en relation assez fréquente avec Madame Gribanova à Nizhny Novgorod et j'espère de tout cœur que ce jumelage renforcera encore les liens très forts qui sont entre nos deux pays. Alors, il est vrai que le contexte actuel est difficile, mais cela ne change absolument rien dans les relations unies et amicales que nos deux pays fréquentent depuis des années, bien au contraire. L'amalgame des populations venues de partout, année après année, fait que notre station balnéaire est reconnue pavillon bleu et en fait d'elle une étape touristique incontournable. Nous avons une situation sur la Méditerranée qui est géniale, un soleil formidable. Nos hectares de vignobles, nos immenses étendues de plage, notre célèbre canal du Midi, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sachez également que nous avons 30 campings qui sont centrés sur Vias Plage, dont un qui est également au guide du Caravaning international, qui est classé dans le top 10. Il y a aussi le Fabricus World Europark, qui est le plus grand parc forain fixe de France. Quant à l'aéroport, il n'est qu'à 6 km du centre-ville, ce qui rend notre ville très accessible. On parle aussi de nos joutes, de nos corridas. Que voulez-vous que je vous dise de plus? On a un patrimoine archéologique énorme. On a 7 sites qui sont répertoriés. On a des réserves naturelles qui sont classées. On a des parcs zoologiques avec des 3200, 5000 animaux à la réserve de Sijan. C'est énorme. On a des musées fabuleux. Je pense que les vôtres sont encore plus prestigieux que les nôtres, mais bon, on fait notre possible. On fait notre possible. Je ne peux pas vous énumérer toutes les structures culturelles que nous possédons. Actuellement, il y en a tellement que c'est impossible. Ce que je sais, c'est que l'association de nos deux villes permettrait, j'en suis sûre, d'effectuer d'excellents échanges culturels. De par son positionnement, Vias offre un cadre de vie idyllique au bord de la Méditerranée. Et j'espère, mesdames et messieurs, qu'après vous avoir fait le petit résumé que je vous ai fait, cela vous a plu et cela vous donnera peut-être envie de venir nous voir. Mesdames et messieurs, merci encore de votre attention et merci de votre accueil et de votre gentillesse. Oui, merci, Madame Argentieri. Merci beaucoup pour cette présentation de la ville française de Vias. Pour beaucoup de nos compatriotes et beaucoup de nos collègues, je pense que il y a eu beaucoup de choses qui sont neuves. En tout cas, moi, je sais où c'est situé, mais je connais très peu quant à son potentiel. Et oui, effectivement, ça m'a donné envie de vous rendre visite. Je pense que ça devrait être pareil pour nos collègues de Nijni Novgorod. Et maintenant, je vous propose de passer à Verkhnaya Pishma et Agilcourt. L'accord a été signé en janvier dernier à la rencontre des chefs des municipalités dans la capitale de l'Oural et qui a été la suite logique des recherches archéologiques historiques qui durent depuis plus de 4 ans avec les fonds des initiatives historiques russes et françaises. L'initiative donc de la partie française
à côté d'Agilcourt, un monument a été érigé à la mémoire du corps expéditionnaire russe. Et je pense que donc, cette coopération ainsi que d'autres événements visant à renforcer les contacts historiques russo-français seront justement partagés par le représentant de Verkhnaya Pishma. Ivan Solomin ne pourra pas être là malheureusement, mais Marina Ryashkina, sa représentante pour des contacts économiques, est avec nous à sa place. À vous la parole. Merci. Bonjour. Bonjour, chers participants à cette visioconférence. Donc, en votre personne, nous saluons tous les habitants d'Agilcourt. Effectivement, notre paire de ville jumelée est le plus récent. Et nous nous félicitons du fait que cet accord de jumelage a bien vu le jour en janvier dernier. Effectivement, nous sommes liés par les événements historiques, par la Première Guerre mondiale. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Effectivement, un obélisque a été ouvert à Gilcourt. Les soldats russes ont péri dans les alentours de cette ville et effectivement, cet événement historique a servi de base pour la signature de cet accord. Pierre Malinowski, représentant donc effectivement des initiatives historiques russo-françaises, a beaucoup contribué à la réalisation de cet accord et nous lui sommes très reconnaissants. Nous remercions tous les habitants d'Agilcourt. Monsieur le maire, merci pour la préservation de la mémoire historique. Merci pour cette idée d'ériger un monument à l'endroit où les soldats russes ont donné leur vie. C'est vraiment très précieux. Dans le domaine de la culture et de l'éducation, effectivement, c'est l'une des priorités de notre coopération et le dialogue culturel, nous pensons, doit poursuivre indépendamment du contexte politique. En Russie, l'Alliance française est toujours active, poursuit ses activités donc pour promouvoir la langue et la culture française et développer les relations. Et à cette occasion, nous allons lancer une exposition. Monsieur Prévost, depuis votre visite, beaucoup de choses intéressantes ont eu lieu. Nous avons lancé un nouvel trajet de tramway. Donc, en août dernier, nous l'avons inauguré. Il y a aujourd'hui un nouveau tramway qui circule dans la ville de Verkhnaya Peshmoa. Si vous revenez, vous aurez donc l'occasion de le tester vous-même. Et aujourd'hui, le 1er décembre, nous avons un rétro-train, un projet historique. Le train lui-même date des années 40 avec donc un train électrique. Elle est stylisée pour garder un peu l'esprit de l'époque du début du XXe siècle. Le train part de la ville de Yekaterinbourg et donc assure le trajet jusqu'à la ville de Verkhnaya Pishma, l'endroit où vous avez été vous-même avec votre délégation. Cette année, Verkhnaya Pishma s'est doté de nouveaux sites, objets sociaux pour développer la culture, l'histoire qu'il personnifie, si vous voulez. Et nous allons poursuivre notre coopération comme ça a été prévu dans le domaine social. Il s'agit donc de tout un nombre de projets sociaux
que nous avons prévues ensemble. En tout cas, nous sommes bien ouverts et disposés de préserver notre mémoire commune. Merci, monsieur. Merci, Gérard Prévost. Merci à tous les habitants de la commune pour votre volonté de sauvegarder la mémoire des exploits des soldats russes et nous espérons donc de poursuivre ces contacts de notre part. Nous ferons tout pour maintenir nos contacts de jumelage. Avant tout, pour préserver, encore une fois, l'histoire et la mémoire de nos habitants. Merci. Madame Ryashkina, Marina, merci. Oui, effectivement, les deux villes sont riches par leur mémoire historique. Effectivement, la ville d'Agilcourt s'est dotée d'un mémorial, d'un monument au corps expéditionnaire russe, où chaque année, il y a la cérémonie de dépôt de gerbes. En fait, en France, il y a plusieurs de monuments dédiés au corps expéditionnaire russe. Malheureusement, Gérard Prévost, le maire de la commune d'Agilcourt, n'a pas pu participer à cette conférence aujourd'hui, mais j'espère que peut-être il avait la possibilité de suivre un peu notre conférence ou peut-être il le fera un peu plus tard parce que la diffusion, donc l'enregistrement de cette conférence sera accessible sur notre site en deux langues, en russe et en français. Donc j'espère que M. Prévost et ses collègues vont bien écouter cette conférence et toutes vos initiatives pour préserver la mémoire historique et pour mettre en œuvre des projets scientifiques vont poursuivre. Pas seulement en format à distance, mais aussi en réalité, si vous voulez. J'en suis convaincue. Merci encore. Et maintenant, nous passons à la partie finale de cette conférence dédiée au jumelage Russie-France. Donc, l'initiative, dans ce sens, peut être portée par des villes et des villages, mais aussi par des associations qui parfois jouent un rôle décisif là-dedans. Et l'un des exemples les plus flagrants dans ce sens, c'est l'association des plus beaux villages de Russie. Nos collègues ont déjà participé au premier forum. Merci, Monsieur Kislov. Merci, Monsieur Ragon, pour tous les projets que vous essayez de mettre en œuvre. Grâce à votre coopération fructueuse, Vertskoye et Semur embryonné ont pu justement signer leur accord de coopération. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Alexandre Merzlov, le président de l'Association des plus beaux villages de Russie, docteur en sciences économiques. À vous. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette opportunité de participer à cette visioconférence. Notre association existe depuis 2014. En fait, encore en 2000, grâce à M. Ragon, nous avons fait connaissance avec l'Association des plus beaux villages de France. Et petit à petit, progressivement, nous avons intégré cette expérience. Ça a pris du temps et en 2014, nous avons lancé la nôtre. En fait, ça a demandé beaucoup de travail, de recherche, si vous voulez, mais nous avons créé notre propre association, l'Association des plus beaux villes et villages de Russie. Il s'agit donc des petites villes aussi, jusqu'à 30 000 d'habitants. Cette association se développe avec beaucoup de succès, avec quelques différences aussi avec l'association française. Notre format est plutôt format d'expédition parce que vu la surface, la taille de notre pays, effectivement, il y a ces expéditions sur le terrain qui certifient les villages et qui tracent des itinéraires entre les villes et les villages.
Depuis un certain moment, nous faisons partie de la Fédération des plus beaux villes et villages du monde. Cette fédération réunit les associations nationales et en devenant le plus beau village disons, de Russie, de France, de Chine ou d'autres pays, tu deviens également, tu occupes ta place parmi les plus beaux villes et villages du monde. Donc, tu obtiens cette double marque. Très récemment, nous nous sommes rendus dans la dernière expédition dans le nord. C'était la 9e. Ce qui m'a marqué, c'est que à la frontière entre les régions de Novgorod et Tver et Vologda, il y a un petit coin perdu, un village Ustюжное avec 5000 habitants, très beau, très provincial. Et malheureusement, le fait, c'est que très récemment, ils étaient jumelés avec une ville finlandaise, mais les Finlandais ont revoqué cet accord et donc les locaux, ils ne comprenaient pas en fait. Parce que eux, ils sont en dehors de la politique, ils étaient vexés, ils ont été blessés par cette décision. Je pense pas que c'est la bonne voie qu'il faut poursuivre. D'ailleurs, le petit village a bien passé la procédure de certification. Ils feront bientôt partie de notre association. Nous avons 40 membres au jour d'aujourd'hui. C'est comme ça que nous célébrons, si vous voulez, les 40 ans de l'association les plus beaux villes et villages de France. Donc, à l'occasion des 40 ans de notre marque commune, voilà, nous avons réuni 40 plus beaux villes et villages russes. Dans l'avenir proche, dans la région de Tver, et il y aura aussi le village de Stan euh, euh, qui sera donc accueilli à notre association, et aussi la ville de Lykoslavl qui produit l'une des meilleures marmelades russes. Ils disent qu'il y a un ajout secret à la recette dont ils disposent. Comme Yelena Shakova a dit, entre Vertskoye, où notre état-major se trouve d'ailleurs, et ce mur embryonné, beaucoup a déjà été fait. Les projets sont encore plus nombreux. Je vais vous citer juste un petit exemple très flagrant, mais très humain aussi, qui a été lancé encore sous le maire François Bossiac et son adjoint de l'époque. Il était un grand connaisseur de la cuisine française. Il voulait donc apporter de la connaissance culinaire à Vertskoye et donc faire rôtir en bœuf en Russie. Tout le monde a été intéressé par cette idée et en fait, cette idée vit toujours à Vertskoye. On aimerait bien le voir un jour. Ça serait, je pense, symbolique, ça serait juste et peut-être aussi bon, hein, je l'espère en tout cas. En tout cas, ça serait très sympa comme un premier pas qui permettra de relancer la coopération. Bon, chers collègues, je pense que nous pouvons déjà faire beaucoup de choses concrètes et je m'adresse en premier lieu à des participants russes venant des régions. Nous avons en fait des candidats dans presque toutes vos régions, à côté d'Azov, à côté de Dmitrov. Il y a par exemple le village Lugovoye, je pense, c'est le nom, à côté de Yekaterinbourg, dans d'autres régions. Et donc, nous envisageons d'y envoyer nos expéditions. Alors, pourquoi pas nous rencontrer, pourquoi pas en parler si tel ou tel village passe la procédure de certification. On pourra aussi l'inclure dans des contacts avec les projets de jumelage avec la France. Voilà, mes meilleurs vœux pour l'avenir, pour tout le monde. Merci, merci Alexandre, merci Monsieur Merzlov pour ces détails. Lykoslavl, j'étais particulièrement intéressée d'entendre ce nom et ses propositions culinaires.
J'espère en tout cas que l'association française Tuileries nous écoute. Peut-être ils suivent ce projet. Qui sait, oui, peut-être effectivement il verra le jour le plus rapidement possible. Merci de votre initiative. Merci du grand nombre de projets que vous mettez en œuvre malgré la géographie de la Russie qui est énorme. Et je me joins à votre appel adressé à nos collègues russes et aussi à nos amis français, donc de joindre à vos activités parce que oui, c'est vraiment une activité multifacette et vous restez ouvert et je pense que ça attire les participants des domaines très variés. Et avant de donner la parole à Monsieur Ragon, je voudrais lire le commentaire de Gérard Prévost, le maire d'Agilcourt, qui remercie Madame Ryashkina Marina pour sa prise de parole et il espère donc pouvoir rapidement se rencontrer de nouveau pour mettre en œuvre l'ensemble des projets que vous aviez déjà évoqués lors de la signature du jumelage. Oui, j'espère que la possibilité se présente rapidement. Merci, Monsieur Prévost, pour ce commentaire. Et donc, pour clore notre conférence, je passe la parole à Monsieur Ragon, expert auprès des plus beaux villages de Russie, mandaté par les plus beaux villages de France. À vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Assia. J'aurais dû être parmi vous à Paris, mais la grève du train m'a maintenu à la maison. Donc, je suis en vidéoconférence et je voudrais compléter les propos de mon ami Alexandre Merzov et raconter plus en détail la coopération que nous avons pu mettre en place. Il a rappelé effectivement le contact qu'on a eu des années 2000, je dirais même depuis 1998, où j'ai fait une expertise pour le programme des Nations Unies de développement et j'ai rencontré Alexandre à Peresav-Zalieski. Et là, il m'a extrêmement étonné, d'une part par son français excellent et par la connaissance des zones rurales françaises et notamment des programmes des PNR. Et il m'a tellement étonné que j'ai décidé de garder le contact avec lui et de lui permettre de venir en Russie à une première mission franco-française payée par l'ambassade de France en 2000. Et à partir effectivement de 2000, de nombreuses missions nous ont permis à la fois d'aller en Russie et d'accéder, de faire venir des missions russes, la plupart du temps conduites par Alexandre, dans le cadre de missions institutionnelles avec des différents ministères français et russes. Et cela a permis à Alexandre en particulier de découvrir plus intensément le rôle des plus beaux villages de France et la redécouverte du rôle des villages dans la vie rurale, les traditions et le tourisme. Et c'est ainsi qu'en 2014, il a eu l'idée de créer, lancer l'association des plus beaux villages de Russie et bien entendu, l'association des plus beaux villages de France a immédiatement répondu positivement, l'ayant déjà reçu plusieurs fois en France et cela a permis de lancer une opération officielle de coopération décentralisée avec la France et la Russie pour accompagner le développement des plus beaux villages de Russie. Aujourd'hui, la coopération décentralisée est bien sûr stoppée, mais elle n'est pas arrêtée, elle n'est même pas suspendue. En 2020, nous avons été lauréats. Quand je dis nous, c'était la partie française et russe. Nous avons été lauréats d'un appel à projet sur les thèmes retenus, jumelage, le patrimoine culturel, gastronomique, tous les patrimoines en fait, et le tourisme. Nous étions les plus petits candidats à côté des grandes villes, Bordeaux, Dijon, qui ont été retenus en lauréat. Donc, nous avons été lauréats en tant que petits candidats, mais grand projet. Bon, là, j'ai vérifié le site du ministère des Affaires étrangères français il y a une heure.
Le site retient toujours l'appel à projet entre Semir-Andrionnet et Viatskoye. Il est en cours et non suspendu. Nous espérons, bien entendu, que dès que nous pourrons reprendre l'opération et refaire la coopération et le programme qui était en place et que mon ami François Antarieux a expliqué tout à l'heure. Le futur de la coopération, bien, nous n'allons pas attendre que le programme redémarre de coopération institutionnelle. Les plus beaux villages de France sont d'accord pour maintenir la relation. J'en ai eu la preuve avec le délégué général. En 2023, nous allons certainement faire de nouvelles expertises et inaugurations avec les plus beaux villages de Russie, conjointes hors de la coopération décentralisée institutionnelle, c'est-à-dire que je déplacerai en tant qu'invité associatif, invité par les plus beaux villages de Russie. Je n'ai pas pu le faire en 2022 à cause de petits problèmes de santé, mais j'avais l'intention de le faire. Donc, on pourra maintenir notre coopération directe en tant que représentant des plus beaux villages de France en Russie. Un mot sur les plus beaux villages de la Terre, à laquelle qu'Alexandre a évoqué à l'instant. L'AG de 2022 a maintenu la présence de la fédération, c'était en Italie, et les plus beaux villages de la France ainsi que les plus beaux villages d'Espagne ont largement contribué à ce maintien dans ce contexte un peu délirant de la russophobie. Donc là, nous pensons que tout va aller pour le mieux maintenant, nous espérons, et les relations entre petits villages sont bien là pour maintenir la coopération générale entre la France et la Russie. Merci de votre attention. Spasiba za wasz wнимание. Merci, Monsieur Ragon. C'était donc l'expert auprès des plus beaux villages de Russie. J'espère qu'effectivement, vous aurez la possibilité de vous rendre en Russie malgré tous les problèmes logistiques et autres. Et je tiens à vous lire en commentaire du représentant de l'administration Sergeyevo Posad qui entretient des relations de jumelage depuis 1989. Donc, ils énumèrent des échanges des écoliers, des étudiants, des sportifs et bien d'autres projets. Et je me joins à Sergei Borisovitch Tostanovski pour remercier Patrick Ollier pour cette coopération qui continue. J'espère que peut-être lors de la prochaine conférence, nous donnerons la parole à ce père jumelé, Sergeyev Posad et donc Ruel, qui vont parler de leurs 30 ans des relations. Donc, pour clore cette conférence, je tiens à remercier tous les participants à cette conférence, l'administration de l'administration de Rostov, l'administration d'Azov. Nous sommes convaincus que le maintien des contacts existants à tous les niveaux et la possibilité d'établir de nouveaux contacts de partenariat, vu l'intérêt des parties, des villages russes et françaises, sur l'exemple de Verkhnaya Pishma et Gilcourt, sur l'exemple de Dmitrov qui cherche de nouveaux partenaires grâce à ce genre de conférences et grâce aux échanges qu'ils poursuivent au niveau municipal et régional et culturel, universitaire, à tous les niveaux, en fait, qui restent actifs malgré la situation actuelle. Tout cela, j'espère, servira de bonne base pour l'année prochaine. Ce forum se tiendra de nouveau et réunira aussi plus grand nombre de Français qui aujourd'hui ont bien pu
participer, mais pour différentes raisons ont bien voulu, mais n'ont pas pu le faire. Donc, nous espérons que le troisième forum sera encore plus large, qui se tiendra peut-être en présentiel à la Maison Russe. Et je vous invite tous à l'avance à y participer. Donc, je vous enverrai les liens pour les deux versions linguistiques de cette conférence pour l'enregistrement et je remercie également notre coopération, notre représentation commerciale et l'ambassade russe. Merci à vous tous. À la prochaine rencontre l'année prochaine. J'espère que les contacts vont se poursuivre, s'élargir et se développer. Merci.